Bonjour Bernard, bonjour à tous. Moi, je suis ici pour prouver que Daniel est vraiment bon. Alors, Bernard, on est content de t'avoir parmi nous. J'aimerais ça au départ que tu nous parles un peu de ton parcours, en fait, parce qu'on s'est rencontrés. Je sais que tu es un passionné. Vous allez voir, c'est un grand passionné qui rêvait d'être pilote de chasse et qui a travaillé dans plusieurs pays et qui s'est un jour retrouvé ici au Québec. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, d'où tu pars. Je sais que ta mère est indienne. Non, ma grand-mère. Ta grand-mère, ah Ouais. bon. Donc je vais faire attention. Daniel, il m'a mis un compteur là, donc j'ai 29 minutes. Donc je te promets que je vais faire attention. Donc moi, je suis français. C'est pas grave. Ça se soigne. On a un Mexicain ici comme responsable d'entrepreneurship. Je sais pas, on peut prendre le français. Et donc j'ai pas réussi. Alors, je suis un peu gêné, j'ai pas fait HEC. J'ai pas la Banque nationale comme banquier, et j'ai pas des PwC comme comptable. Mais je pense que là aussi, ça va se soigner. Oui. Donc je suis passionné. Oui, je suis passionné de tout ce que je fais et j'étais passionné d'aviation. Je suis toujours passionné d'aviation d'ailleurs. Et mon père était dans l'armée de l'air, pilote de chasse, et donc moi je passais ma vie pas sous les tables de la cuisine, de l'épicerie, mais pareil dans les salles de briefing et autres, et puis donc tu prends le virus facilement. Puis il faut être doué pour être pilote, et je l'étais pas assez, j'étais pas assez travailleur. J'étais un peu comme Luc, j'avais pas trop envie de forcer quand même à l'école. J'avais plein de choses d'autres qui m'intéressaient, et donc j'ai raté. J'ai raté, je suis pas arrivé à faire pilote. Et je suis juste arrivé à faire ingénieur en aéronautique. Mais là, bon, il n'y a rien de plus frustrant que de regarder tes copains qui décollent et toi, tu restes à bricoler l'avion. Et eux, ils arrivent, toutes les filles les regardent. Et toi, personne ne te regarde. Tu es le nerd. Donc, ça allait pas bien, mon histoire. Et il y a quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est entreprendre. Alors, moi, je n'ai pas réussi à faire ce que Luc a fait. Mais j'aimais bien ce genre de choses, entreprendre, me débrouiller, faire des choses intéressantes. Enfin, qui m'intéressaient, pardon. Mais qui n'intéressaient pas mes profs, qui n'intéressaient pas mes parents, qui n'intéressaient personne d'autre. Et donc, j'ai fait des études de comptable pour faire plaisir à mes parents. Ça a bien marché après, ça aussi. Mais toujours pareil, ça ne m'intéressait pas. Et de fil en aiguille, je suis allé dans des boîtes comme L'Oréal, comme Timberland, comme des entreprises qui étaient bien. Ça faisait bien sur ton résumé. Mais là aussi, je ne pense pas que j'étais fait pour ça. Et chez L'Oréal, mon patron, qui est devenu le patron de L'Oréal à la suite, d'ailleurs, je n'avais pas réalisé qu'il y avait une salle L'Oréal ici. Oui. Il gagne vraiment beaucoup d'argent. Ils sont généreux, en tout cas. Ah oui, c'est très bien. On est en train de faire notre nouveau siège. Donc, chez L'Oréal, je me souviens, à un moment donné, je m'ennuyais. Tu sais, monter les échelons, là. Je m'ennuyais, c'était pas mon truc, c'était juste, il y avait beaucoup de politique. Je ne saurais pas le dire ça non plus, mais dans ces grosses boîtes, il y a quand même un peu de politique. Et puis c'était pas mon. Et mon patron, qui je pense était gentil, il voulait pas me dire que j'étais pas fait pour ça, m'a dit Bernard, t'es fait pour autre chose. T'es fait pour être un entrepreneur, t'es fait pour rentrer dans des entreprises où tu touches à tout. Et j'ai commencé chez Timberland, donc je l'ai écouté. Je suis parti chez Timberland et là j'ai vraiment senti que ça me plaisait, que toucher à tout était ce que j'aimais faire, que travailler avec des équipes spécialistes mais qui se comprennent, c'était ce que j'aimais faire, que l'outdoor c'était ce que j'aimais faire, que vivre ma passion et gagner de l'argent avec, c'était parfait. Et donc là j'ai commencé vraiment à me dire j'aime l'outdoor, j'aime le sport, j'aime les fringues et c'est ce que je vais faire dans le futur. Et donc de Timberland, je suis passé chez Quicksilver. Alors maintenant, c'est des entreprises qui sont florissantes, mais à l'époque, c'était des entreprises qui n'existaient quasiment pas. Et surtout Quicksilver. Quicksilver, c'était, je crois qu'on était 41 personnes. Dans les 41, il y avait 40 surfeurs et un gars qui travaillait, moi. C'était un peu comme avec mes avions. Et c'était à Malibu, ça, en Californie. Non, mais en revanche, j'ai toujours choisi des entreprises qui étaient à des endroits où j'avais envie de vivre. OK. L'été. et donc, non, c'était à Biarritz et à Laguna Beach.
Donc c'est sûr que c'était pas mal. Et donc là, moi je ne suis pas un homme de restructuration, je sais pas, je n'ai pas cette qualité de prendre quelque chose et de le transformer et de le rendre plus solide, plus fort. Je suis vraiment un feignant et donc je prends des choses qui vont bien et je les fais aller mieux. Mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin que ça aille bien, j'ai besoin que ça aille dans la direction où moi je crois naturellement les choses, j'ai besoin que les gens qui travaillent avec moi, je sais, j'ai du mal à restructurer, à couper, je construis plutôt. Et donc de Quicksilver, ça a été quelque chose d'incroyable. C'est dans le surf, j'étais en osmose totale avec les consommateurs, j'avais l'âge des consommateurs, un peu plus vieux, mais j'étais quand même pas si vieux que ça, il y a 25 ans de ça. Donc j'avais entre 25 et 40 ans, j'étais célibataire, donc c'était le monde parfait, je comprenais mes consommateurs, c'était facile à développer, c'était vraiment facile. Tout ce qu'on touchait se transformait en or, c'était du business, c'était du lifestyle, c'était parfait, parfait, parfait. On était coté en bourse. Ça, c'était plus compliqué. C'est un autre type d'actionnariat, mais en bourse aux US. Et donc, de fil en aiguille, on a monté la boîte d'une quarantaine de millions à 2,4 milliards en 15 ans. Et puis, chaque semaine et chaque mois, j'apprenais un nouveau métier, parce que je ne savais pas le faire. Et de fil en aiguille, donc sur le papier, ça paraît très bien, tu grossis ton entreprise, tu vis une vie... Tu es toujours avec le sourire, tu ne racontes pas tes histoires quand c'était très dur. Mais quelque part, je perdais un peu mon âme, je perdais ce que j'aimais, je perdais... je ne savais plus trop pourquoi je faisais les choses, mis à part faire monter la bourse. Enfin, le cours de bourse de Quicksilver, qui était déjà pas mal. Ouais. Mais j'avais perdu un petit peu de fraîcheur, je crois que j'avais perdu une vision très, très profonde, un sens de pourquoi je faisais les choses. Et donc, moi, en revanche, j'ai fait des acquisitions qui n'étaient pas super, une ou deux, et qui n'étaient pas super, non pas dans le sens où ce n'étaient pas les bonnes acquisitions, c'était le mauvais moment, et j'avais les mauvaises qualités pour le faire. C'est-à-dire que je ne suis pas un gars qui restructure. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais dans un système, dans une dynamique qui ne me correspondait plus, avec des gens, on avait tous vieilli, non pas vieilli en âge, mais vieilli on avait perdu le contact avec nos consommateurs. C'est-à-dire que quand Quicksilver, ça s'adressait à des jeunes, à des teenagers. Et donc quand on était des quasi-teenagers, ça allait bien, on comprenait, c'était instinctif, on n'avait pas besoin de faire d'études de marché, où on vivait avec eux. Quand on est rentré dans une deuxième génération et qu'on s'est adressé aux milléniums, qui sont vraiment différents des générations passées, là, je sentais que j'étais plus en phase avec mes clients. Donc, j'avais envie d'être en phase avec mes clients, non pas en recherchant à m'accrocher aux clients qui étaient les nouveaux clients de Quicksilver, les milléniums, mais en passant à des clients qui étaient de mon âge, enfin, dans tous les cas, de ma culture. Et c'est là où, justement, je suis passé chez Lolé, chez Coalition. Et comme Luc, c'était préparé. Je savais que c'était l'étape suivante. Et je voulais vraiment quelque chose de spécifique. Donc, j'avais la chance d'avoir le monde comme terrain de jeu et de me dire, OK, je vais choisir un endroit qui me plaît, où la culture du pays m'intéresse, et je vais choisir l'entreprise qui m'intéresse. Et donc, d'un coup, ça t'écarte. Tu as toutes les opportunités du monde. Le seul endroit où je voulais pas aller, c'était en Chine. Et donc, je me suis mis sur... Et la famille était d'accord de venir au Canada? Non, enfin, je leur avais pas dit. Tu es obligé de mentir un peu quand même. On habitait à Laguna Beach. Je ne suis pas marié, alors explique-moi. On habitait à Laguna Beach, et Laguna Beach, l'hiver, il fait 20 degrés. Mais je m'étais fait avoir déjà une fois, où quand j'avais repris Quicksilver, on m'avait dit, on vend autant l'hiver que l'été, les t-shirts. Donc, il n'y a jamais d'hiver, là-bas, tout était parfait. Non, mais
moi, je n'ai pas fait du tout comme Luc, je n'ai pas trop parlé à ma famille. Je leur ai expliqué que j'étais sur des conseils d'administration autour du monde, que c'était super intéressant et que tout allait bien. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à dire, je travaillais avec des gens de Kilmer, Marie-Claude Boisvert et André Laforge. Et là, on a commencé à travailler ensemble et de conseil d'administration. En fait, je ne pense pas que je suis un bon membre du conseil d'administration, je suis plus un acteur, je suis plus dans l'action. Donc, je n'étais pas trop en phase avec pas mal de choses. Et à la fois le fondateur, Éric Danjou, qui est toujours avec nous sur le conseil d'administration, et puis les actionnaires majoritaires, qui étaient Kilmer, m'ont dit, Bernard, on aimerait bien que tu travailles un peu plus avec nous. Et là, c'est pareil, tu te découvres, ça prend du temps, tu te découvres, tu comprends si tu as envie de travailler avec les gens, si tu es en phase avec leur vision, si tu as envie d'être avec eux, parce que tu ne passes pas simplement 8 heures avec les gens, avec les équipes. Moi, il est hors de question que je travaille avec des gens avec qui je n'ai pas envie de passer mes week-ends avec eux. Donc, très très vite, il se trouve que j'avais envie de travailler avec ces gens-là, ça correspondait à la vision que j'avais, et j'avais envie d'être avec les actionnaires aussi, et je savais très bien qu'on allait vendre l'entreprise dans 3 ou 5 ans. D'ailleurs, si tu la vends dans 3 ou 5 ans, faut que tu m'appelles. J'adore les vélos aussi. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans cette entreprise-là? Il y avait quand même... est-ce que c'est juste la connaissance des propriétaires de l'époque ou le produit, la clientèle, la possibilité de croissance? Je suis un entrepreneur, donc j'avais envie de travailler dans ce monde-là, dans ce monde de toute façon, je ne connais pas grand-chose. Je connais le sport, les vêtements, et puis mon consommateur. Le reste... Donc il fallait que je travaille dans ce monde-là. J'avais une vision, que j'ai toujours d'ailleurs, décalée de ce que j'avais vécu chez Quicksilver. C'est-à-dire chez Quicksilver, j'étais archi concentré sur développer l'entreprise avec un objectif quasiment unique, l'actionnariat. Et au bout du compte, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir qu'un objectif. Tu es obligé d'avoir une série de compromis qui font que l'actionnariat, bien évidemment, c'est fondamental, mais tu es obligé d'avoir une série de compromis. Et moi, je l'ai vécu en faisant le tour du monde ensuite, comme une année sabbatique, en regardant les choses, en me disant « Ouh, Bernard, il faut peut-être que tu fasses les choses différemment dans le futur ». J'avais envie d'avoir un purpose, quelque chose d'important, de plus que de gagner de l'argent. Donc j'ai regardé, et c'est marrant, tu ne trouves pas ça de partout dans tous les pays. Alors, aux États-Unis, c'est dur d'avoir autre chose qu'un fondamental qui est de gagner de l'argent. Donc je me suis retrouvé avec des gens qui étaient incroyables, des gens comme les gars qui a créé Toms, les chaussures Toms, comme Mohamed Younous qui était prix Nobel de la paix au Bangladesh. Je me suis retrouvé avec tous ces gens qui gagnaient beaucoup d'argent et qui faisaient plein de choses bien autour d'eux. Donc c'est là où j'ai cherché à vouloir faire la même chose. Et dans les équipes Lolé et Coalition, j'ai trouvé ça. Dans les actionnaires de Coalition, j'ai retrouvé ça aussi. Et je voulais aussi changer, c'est-à-dire que si j'étais prêt à faire des compromis au niveau valorisation de l'entreprise, sur du court terme, il fallait que moi-même je mette mon argent. Donc, donc tout s'est passé très bien. Il y a combien d'actionnaires chez Lolé? La plupart du management est déjà actionnaire. Okay. Mais actionnaires payants, ils ont acheté leurs actions. Et ça, c'est fondamental. Donc, il doit y avoir une dizaine à ce niveau-là. Et ensuite, on est une demi-douzaine d'actionnaires qui étaient déjà existants quand vous êtes arrivé? Il y a toujours les fondateurs. Oui, les fondateurs sont Eric et là. Evelyne. Il y a toujours le Kilmer qui était majoritaire, qui est devenu minoritaire. Qui est un fonds. Il y en a 2 stratégiques, parce que je reprends l'entreprise. En fait, il se trouve que j'ai repris l'entreprise. On a repris l'entreprise. Il fallait avoir des supports stratégiques. Il y a Simon Equity, c'est le plus gros propriétaire de malls dans le monde, mais ce n'est pas l'organisation avec qui est actionnaire, c'est l'individu lui-même, Herb Simon, qui a créé ça. On a la famille Hermès, pour une raison précise, c'est que Lolé, c'est un produit premium, et donc j'avais besoin d'avoir un actionnaire qui, quand j'explique que je ne vais pas descendre en distribution ou descendre en prix, ils comprennent ça. On a André Desmarais qui a eu la gentillesse de nous aider
pour, une fois qu'on sera prêt pour aller en Asie, et le fonds de solidarité qui n'est pas actionnaire, mais moi je ne parle pas trop d'actionnaires, c'est les gens qui nous aident, les banquiers, les actionnaires, ils sont tous, ils ont tous la même valeur. Il y en a que vous avez choisi. Tous. Tous. Ouais. Et sur quels critères? Il y en a qui sont stratégiques, ça va, mais les financiers, comment choisir un partenaire financier? Juste parce qu'il y a du fric? Mais ça aide. Big balance sheet, ça aide beaucoup. Non, mais tu sais, tu choisis et on te choisit. Ça marche comme ça, le truc. C'est pas, tu dis pas, ah, j'ai choisi. Il faut qu'il y ait une osmose. Et à un moment donné, ça marche, mais ça marche à des gens que tu rencontres dans un séminaire. C'est 10 ans après, tu te dis, tiens, maintenant c'est le bon moment pour aller reparler à ces gens-là et de leur demander si tu veux. Les choses ne se forcent pas. Si tu forces les choses, c'est un petit peu comme quand tu veux forcer, quand tu recrutes quelqu'un, que tu te dis, ah, j'avais dit que je recrutais en 3 mois, j'avais dit que je recrutais une personne comme ça, j'ai coché toutes mes cases, ça marche pas. Donc tu te choisis et puis tu as des échecs, tu as un actionnaire, tu rêves de l'avoir, parce que tu te dis ça va être l'actionnaire parfait, et puis il ne vient pas. Et puis tu en as d'autres, tu te dis, c'est mon plan B, et souvent ton plan B, c'est ton plan A. Mais comment on fait pour harmoniser? Parce qu'il y a la direction du management, il y a des financiers qui sont là pour le rendement, il y a des stratégiques. Comment on fait pour harmoniser les objectifs de chacun? Chacun a sa recette, je pense. Mais moi, je pense qu'il faut communiquer un maximum. Alors, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais c'est plutôt hyper positif parce que communiquer, c'est à two ways. Donc, tu écoutes ce qu'ils te disent et en général, tu arrives à comprendre d'où ils viennent. Et une fois que tu as compris d'où ils viennent, tu peux avancer. Donc, communiquer, être le plus clair possible et le plus simple possible. Quand tu fais des erreurs, aller très vite et les dire j'ai fait une erreur là, voilà où je vais aller. Ouais, je pense que c'est relativement facile aussi. Ça prend du temps en revanche. C'est la principale là où il faut faire attention, c'est dans tes équipes. Avec toi, ça fait partie du job du CEO et de l'entrepreneur de gérer tout ça. Là où il faut faire très attention, c'est les interférences que tu peux avoir avec les équipes. C'est-à-dire que tu dois ouvrir, si tu veux plus de transparence et plus de délégation, tu dois ouvrir accès à tes équipes, donc les actionnaires qu'ils aient accès à tes équipes. Mais après, il y a un risque de plus savoir qui dirige quoi, il y a un risque d'interférence. Donc tu dois gérer tout ça. Comment s'organise le conseil d'administration, la gouvernance? Il y a 2 manières. Il y a la gouvernance qui est organisée de manière juridique et il y a un processus. Bon, ça marche jamais. Et il y a la réalité. Et donc la réalité, c'est tu te retrouves dans des conseils d'administration. Moi, les conseils d'administration, en théorie, c'est juste un tic. C'est-à-dire que si j'ai des choses à dire aux administrateurs, je leur dis en continu. C'est-à-dire, je pense que je parle tous les jours à Olaf, donc Hermès, et à Herb Simon, qui est Simon Equity. Je dois parler toutes les semaines au fond, d'une manière directe ou indirecte. Je dois parler toutes les semaines à François Plamondon. Je pense que je leur parle toutes les semaines. Mais il y a des conseils d'administration. Là, oui, mais tout est fait, tout est dit. Est-ce que certains membres du management siègent au conseil d'administration? Oui, le CFO, puis moi, bien évidemment. Avec mes 2 casquettes, actionnaire et... Il n'y a pas de conflit avec tes 2 casquettes? Non. Tu as un âge et une expérience où tu n'as plus de conflit. C'est-à-dire, tu veux dire, entre le job et l'actionnariat? Non, moi je suis relativement serein là-dessus. C'est-à-dire que si je sens ou on me fait sentir que je ne suis plus en phase avec ma fonction, CEO, je n'ai pas trop d'ego là-dessus. Je vais essayer de comprendre pourquoi, mais je n'ai pas trop d'ego là-dessus. As-tu des attentes par rapport au conseil d'administration? Oui. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Mais un conseil d'administration, j'ai vécu un conseil d'administration d'une société publique, j'ai vécu des conseils d'administration de sociétés privées. Donc ils ont tous différentes
objectifs. Donc, un conseil d'administration, moi, je ne suis pas dans une entreprise familiale. Je suis dans une entreprise privée, mais absolument pas familiale. C'est-à-dire que je n'ai pas à gérer la famille. Ce qui, à mon avis, ça doit être une contrainte, ça doit être costaud. Je gère il faut essayer de le faire le plus professionnel possible et le moins émotionnel possible. Parce que tu as toujours des gens quand même qui réagissent avec leur background, tous, et qui sont hyper émotionnels. Moi, j'en fais partie, je suis le plus émotionnel de tous. Oh non. Mais il faut le gérer de manière le plus professionnelle et le plus carré possible. Il faut savoir il faut que les gens sachent ce que tu attends d'eux et vice-versa. Il faut savoir leur dire non, avant que ça devienne un non qui est trop gros. Parce que dire oui, c'est facile à un conseil d'administration, dire oui systématiquement, mais tu te retrouves dans des situations ingérables après. Et quelle est la relation avec le président du conseil? Donc c'est Olaf. Alors la plupart, c'est des amis aussi. Ouais. Donc elle est plus supportive qu'autre chose. Elle est très supportive en fait. Le président du conseil, je te dis, je lui parle tous les jours. Un peu trop à mon goût. Je peux vous comprendre. Mais non, mais toi, tu étais dans une famille. Mais tu vois, hier soir, par exemple, je suis rentré, c'était 11h. Je vois un mail, lui, il habite en Californie, donc il a toujours un décalage avec moi. Et je vois un mail, je me dis, c'est pas possible qu'il croie ça encore. Mais, normalement, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais appelé, là non, je suis allé me coucher. Ce matin, avant de venir ici, j'ai répondu, et puis voilà, ça s'est très bien passé. Donc, ouais, je pense qu'il faut... Les ex-propriétaires sont encore présents au conseil d'administration. Moi, je ne les prends pas comme ex-propriétaires. Okay. Je les prends comme fondateurs. Okay. Ce qui est vraiment différent. Les ex-propriétaires, il y en a deux, c'est Kilmer, qui était le fonds qui a racheté aux fondateurs, et il y a toujours les fondateurs. Ça, c'était plus difficile à gérer au départ, parce qu'il n'y avait que de l'émotion. Moi, je suis plus un manager professionnel, et donc quand je suis arrivé où les fondateurs étaient toujours là, Eric et Evelyne, en termes d'opérationnel, ça c'était compliqué pour eux et pour moi. Pour les équipes, on oublie toujours les équipes derrière, mais à un moment donné, tu sais plus, ils ne savent plus à quel sens vouer. Tu as l'impression que tu trahis les gens, tu as l'impression que tu trahis des amitiés. Moi, je pense que dans la succession, là, dans ces histoires de succession, c'est super difficile pour les équipes dessous. Et pour arriver à leur faire comprendre qu'il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça, c'est comme entre le père et la mère. Il ne faut pas qu'il y ait de bisbise entre les deux, il ne faut pas qu'il y ait d'incompréhension, il faut pas qu'il y ait faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de changement de garde, il faut que la transition soit simple et facile. Tu regardes l'heure, hein? Oui. On est à la deuxième question. Daniel revient dans 10 minutes. Là. Non, il reste encore du temps, Daniel. Je veux savoir, les projets d'avenir de l'OLE, où va être l'OLE dans 5 ans? Ben moi, j'espère que ça sera comme ton entreprise, comme l'entreprise de Luc. J'espère qu'on sera dans le monde, un peu de partout. Et on travaille fort là-dessus. On travaille très fort à ce que du Québec, parce que moi, donc, je peux le dire parce que je viens de l'extérieur. Je trouve qu'au Québec, on a des gens de super grande qualité. À la fois la culture canadienne et québécoise font que c'est naturel. À la fois l'éducation, il y a une grande... Et je ne comprends pas qu'en Amérique du Nord, on ne voit pas ça. On voit que les contraintes que font le bilinguisme et pas mal d'autres choses. Mais donc moi, je pense que du Québec, de Montréal, on peut vraiment s'épanouir dans le monde. Si l'aéroport était un peu plus user-friendly, ça serait pas mal. Mais bon, surtout pour un Français. Je peux te dire, quand tu arrives avec ton passeport français, c'est pas facile. Mais donc on veut rayonner dans le monde, on veut commencer par les États-Unis, non pas parce que c'est les voisins, mais parce que c'est le plus gros marché pour nous. Et puis l'Europe, non pas parce que la France, on parle français, mais parce que c'est le deuxième plus gros marché.
et ensuite partir plus loin en Asie. Mais donc dans cette vision-là, c'est clair que les partenaires aujourd'hui au niveau financier, à terme, à moyen terme, n'auront pas la capacité de nous suivre. Et que là aussi, moi, là, ce que je recherche, c'est-à-dire pendant 3 ans, c'est des financiers, mais stratégiques. Donc ce que tu me disais au départ, comment tu choisis Il faut que la première des choses, c'est qu'on s'entende sur la vision et sur les objectifs. Et tout le monde dit on n'a pas besoin d'être amis pour travailler ensemble. Moi, je sais exactement l'inverse. J'ai besoin d'être bien avec les gens. La deuxième, c'est que au niveau stratégique, ils apportent quelque chose. Donc là, moi, j'ai le Dream Team pour au niveau stratégique pour aller sur du court terme et du moyen terme faire ce que je veux. Mais sur du long terme, on aura besoin d'autres actionnaires. C'est sûr, des actionnaires avec une capacité financière plus grande, comme on aura aussi besoin d'étoffer nos équipes, comme on aura besoin de sang nouveaux, il y aura beaucoup de choses. Et comme les choses vont vite, il faut vraiment les anticiper longtemps à l'avance. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous alliez sur le marché public? Oui, c'est sûr. Oui. Oui. Aller sur le marché public, moi, donc je l'ai vécu pendant 20 ans. Oui, c'est ça, je suis surpris parce que tu as le manque de mémoire ou masochiste? Non, j'ai une bonne mémoire. Ah oui, OK. J'ai une bonne mémoire des coûts, mais j'ai une bonne mémoire aussi de ce que ça t'apporte de positif. Alors, dans la vie, en général, tu te rappelles quand ça t'a fait très mal, mais la bourse, c'est extraordinaire comme outil. Il faut être conscient des contraintes que ça t'amène, comme si tu es dans une société familiale, comme si tu es dans une société privée. Rien n'est jamais parfait. Et si tu en es conscient et si tu sais comment le gérer, c'est parfait. Nous, par exemple, si on va en bourse un jour, c'est que nos actionnaires privés n'auront pas la capacité financière de nous amener plus loin. C'est que on n'aura pas besoin d'être dans un système privé. La bourse, c'est un système à court terme. Tu es obligé de vivre au trimestre. Donc, si tu n'es pas capable de vivre au trimestre, il vaut mieux rester privé. Mais si tu peux gérer de manière trimestrielle les attentes de la bourse, si tu as besoin de capitaux importants, et si tes actionnaires ont besoin d'une certaine liquidité, c'est un bon outil. Pour le CEO, c'est un peu du rock'n'roll, mais ça va aussi. Lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, vous m'avez dit Lolé, c'est une entreprise sociale. Non. C'est toi qui m'as dit Lolé, ça a l'air d'être une entreprise sociale. C'est chanceux qu'on soit en public. Écoute, et que je suis timide, mais... Non. OK. Mais c'est parce que j'essayais de voir comment on peut concilier la mission d'une entreprise sociale et les exigences de retour sur investissement des actionnaires financiers. Non, est-ce qu'ils comprennent bien, là, comme qui? Les actionnaires financiers ou éventuellement le marché boursier? Non, mais au bout du compte, c'est les résultats qui comptent. Donc, comment tu motives les gens à se dépasser et à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement? Il y a le système où tu leur donnes des bonus, tu leur donnes des vacances, tu leur donnes un gros titre. Mais ça, moi, j'ai vécu ça dans mon passé, ça a vraiment ses limites. Et surtout avec les nouvelles générations qui ont besoin d'autre chose. Donc, tu les motives en apportant quelque chose de supérieur, qui est ce que tu peux apporter au monde. Alors, c'est très prétentieux, mais une fois de plus, moi, je pense que Lux, il apporte quelque chose d'incroyable avec des vélos au-delà du business model. Donc, tu motives les gens en disant, on va faire quelque chose de mieux. On va faire quelque chose de mieux pour ta vie, on va faire quelque chose de mieux pour la vie des gens, de mieux, simplement de mieux. Et puis, ce mieux-là, ça va nous apporter... ça va générer du business et ça va nous apporter de l'argent. Donc, quand tu fais ce type d'événement, là, par exemple, ça nous coûte une fortune, mais une vraie fortune. Mais l'idée générale, c'est de dire, OK, on ne va pas prendre pour $1 million de pub et en disant, venez acheter du Lolé, c'est super beau et c'est super bien. On va les dépenser pour dire à tout le monde, venez et vivez ce que nous, on veut que vous viviez dans votre vie, parce que ça va vous faire du bien.
Et puis, notre argent, il sera bien dépensé comme ça. Et si en plus, vous achetez nos produits, ben alors là, on est vraiment content. Expliquez-moi 2 secondes, parce que c'est pas tout le monde qui fait du yoga. J'en fais pas, moi. Non, fait pas? Non. Moi non plus. Mais expliquez-moi l'événement. Cet événement-là remplace la publicité, mais comment? Qu'est-ce que c'est l'effet? Une fois de plus, moi, je crois dans l'expérience et dans la communauté. Donc, si je te fais vivre quelque chose qui est fort et qui a un impact sur toi, normalement, tu devrais y revenir et tu devrais le partager avec des gens en disant ah, Lolé, je suis allé à leur événement, c'est super, on a vécu quelque chose d'unique. Et une fois que tu as vécu ça, ben de bouche à oreille, et maintenant le bouche à oreille c'est Facebook, c'est tous les réseaux sociaux, ben, la marque est connue et la marque est aimée. Et une fois que tu es aimé, ben, tu deviendras l'ambassadeur. Mais, explique-moi, vous invitez combien de personnes? Vous invitez sur les réseaux sociaux? Non, mais là, tu payes pour venir. Hein. Tu payes Ah oui? $25. Donc, on invite, mais celui de Montréal, par exemple, il y avait 7000 personnes à Montréal. On a rempli l'événement en 2h30. Times Square, il y avait... Times Square, ça c'est l'année prochaine. Central Park, on avait 10 000 places d'offertes, on l'a rempli en une semaine. Et la marque n'est pas connue, donc personne ne nous connaît à New York. Et par les médias sociaux? Oui, tout par médias sociaux. Ils ont payé 25 000 puis après ça, vous... $25 chacun. 25 $, pardon. Et vous avez, par la suite, mis ça sur les réseaux sociaux, Ouais. et ça devient viral. Et... Celui de New York, on a eu combien de gens qui ont vu? Non, qui ont été impactés par les médias sociaux. Combien? 10 millions. C'est pas mal. Donc, et oui, pendant l'événement, le hashtag Lolé, c'était le numéro 1 pendant 6 heures. Alors, je sais pas, les gens de marketing me disent c'est super. On va voir. Habituellement, ils disent toujours ça, que c'est Ouais. super. On va passer aux questions. Il s'est dit pas mal de choses, des fois contradictoires. On va passer aux questions. S'il y en a qui ont des questions, il faut toujours se rappeler que j'ai la dernière question. Et dans ton cas, c'est mieux de me répondre. Et on aura, après la période de questions, la période pour prendre une pause. Et on aura une vidéo qui va tourner, qui est 2-3 minutes, et qui va vous démontrer ce qu'était cet événement et un événement semblable. Micro. Ah, Luc. Bernard, Combien? Ça, c'est pas faire, Luc. On commence la négociation. Il a fini sa présentation, il me pose une question. Bernard, tu as la réputation d'un gars qui a beaucoup d'énergie, qui aime ça quand les choses vont vite. Tu as connu une croissance exceptionnelle, exponentielle avec Quicksilver. Est-ce que tu trouves que la croissance de Lolé va à la vitesse que tu souhaites? Non. Non, mais c'est toujours pareil. On m'explique qu'il faut construire les choses lentement. Non, moi, alors, on a une croissance qui est intéressante. On fait à peu près 30% par an. Mais je ne pense pas qu'il faille parler en pourcentage. Quand on fait ce genre de développement, tu es obligé de passer des paliers instantanés. Donc, moi, je pense qu'on va trop doucement et qu'il faut qu'on se dépêche parce qu'on vit dans un monde qui est très ouvert, qui est mondial, qui est global. Et si on ne va pas vite, dans notre cas, par exemple, on va devenir le centre de design de Lululemon. Lululemon vont dire « Waouh, tu sais quoi, nous, on a beaucoup plus d'argent qu'eux. Leurs événements, on va les faire, ils ne seront pas jaunes, ils ne seront pas en blanc, mais on va les faire en bleu et on sera en noir. Et on va en faire, à coups de millions, on va en faire partout dans le monde. » Deuxième chose, si jamais ils trouvent nos produits sympas, au lieu de payer des designers, ils n'ont qu'à les recopier. Eux, ils ont un cycle très court de production et nous, on a un cycle plus long. Donc, il faut qu'on aille vite. La vitesse, c'est fondamental pour... la vitesse et la taille sont fondamentales maintenant pour arriver à être concurrent au monde. Donc, je trouve qu'on va trop doucement. Ouais. Autre question. Oui, monsieur.
Le micro s'en vient. Faites-le passer. Oui, bonjour. Claude Bilodeau de GCM Consultant, firme d'ingénierie. Si je comprends bien, c'est une compagnie privée avec un nombre de propriétaires actionnaires. Est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que vous avez décidé d'introduire des membres du CA qui n'étaient pas à l'interne des actionnaires? Et puis, qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? Donc, moi, j'ai une vision un peu différente du conseil d'administration. Pour moi, un conseil d'administration tel que... aujourd'hui, on a un conseil d'administration hybride chez Coalition. C'est-à-dire un conseil d'administration qui est à la fois un conseil stratégique et un conseil d'administration pur et dur sur le plan juridique. Donc moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un conseil d'administration classique, juridique, dont l'objectif est de regarder si le management est en ligne avec ce qu'attendent les actionnaires. Et puis, un conseil plus stratégique et juridique. Et dans ce conseil-là, j'aimerais vraiment avoir des gens qui ne sont pas actionnaires. Dans l'autre, ça ne me gêne pas du tout d'avoir des gens actionnaires, parce qu'au bout du compte, je pense que c'est le conseil d'administration. Mais sur un conseil où moi j'ai besoin d'avoir des inputs de gens qui soient indépendants de ce qui va arriver à leur action. Parce que ce que tu disais, j'ai des actionnaires qui sont différents. Il y en a un qui est fondamentalement du Québec, ils ont tous un objectif commun, c'est gagner de l'argent. Mais avec un curseur qui est différent dans le temps et un curseur qui est différent aussi dans l'action. Tu as le fonds qui n'est pas actionnaire aujourd'hui, mais qui est un partenaire financier, qui a peut-être un horizon plus long. Tu as un Américain pur et dur, qui est Herb Simon, qui a fait fortune en ouvrant des malls aux États-Unis, donc il voit le marché américain. Tu as la famille Hermès, qui, eux, par culture et par éducation, travaillent sur 200 ans. Donc j'ai vraiment des actionnaires qui ont même s'ils se comprennent, et puis il y a le management qui est partie prenante aussi. Donc tu as vraiment des actionnaires qui ont des objectifs différents et qui donc peuvent te donner un point de vue ou un support qui n'est pas en rapport avec leurs intérêts. Alors que si j'avais un conseil stratégique qui n'a pas d'intérêt au niveau actionnariat, ça me permettrait de voir les choses un peu différemment. Un peu comme les 6 que tu as qui sont complètement non liés à l'entreprise. Le temps passe. Quelle est l'erreur que tu as faite et que tu regrettes? Je sais que Daniel, il aime ça. Non. Alors, en tant que bon Français, on ne fait pas d'erreur en France. Non, mais moi des erreurs, j'en fais tous les jours, plus ou moins grandes, et je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre. J'en ai fait de belles aussi au niveau professionnel. Mais moi, ce que je crains vraiment le plus, c'est la grosse erreur. Je ne pense pas l'avoir faite. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais je ne pense pas avoir fait la grosse erreur qui fait que tu mets à risque des gens, tu mets à risque plein de choses. Et pas simplement... je pense... Et j'ai peur de la faire. J'ai toujours peur de la faire. Et quand on parle aujourd'hui, cette conférence justement sur l'actionnariat et sur de qui tu t'entoures, on a été formé à créer des équipes qui travaillent pour toi, un genre de... Moi, j'appelle ça une dictature souple dessous, parce que c'est pas une démocratie. Mais on n'est pas formé justement à t'entourer d'actionnaires. Et j'ai peur de la faire, cette grosse erreur un jour. Aller en bourse, par exemple, quand tu me dis aller en bourse, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que je vais faire une grosse erreur là? Moi, j'ai peur de la faire. Et donc, alors c'est très prétentieux, je pense que je ne l'ai pas encore faite. Mais, oui, bon, mais j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup de moyennes. On va garder le...